Alors nous continuons selon un ordre chronologique, dont je vais me donner la parole, mais c'est toujours difficile de parler après Gérard. Je vais être plus concrète. Moi j'ai été secrétaire générale de 2006 à 2014, et c'est 8 années qui ont été fabuleuses, je l'ai déjà dit, et effectivement ce mot de gratitude, je le reprends aussi à mon compte. Alors ce témoignage, c'est moins une analyse, c'est plus un témoignage. Je voudrais dire ce qui m'a frappé dans la CEPL, et je dirais qu'elle se caractérise au moins par 3 mots. Vous allez voir, il y aura des recoupements avec ce que Gérard a dit. La solidarité, la réflexion théologique et la rencontre. La solidarité, Gérard l'a avancé, c'est un facteur clé dès les origines de la CEPL, et cette dimension a toujours été au cœur de la démarche de la CEPL. Je ne reviens pas sur l'histoire, comment la création de la CEPL, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que cette solidarité a ouvert sur un enrichissement mutuel. Cette idée de diaspora, évidemment, est arrivée vite, mais j'ai envie de dire, en même temps, les églises majoritaires de la CEPL ne sont pas devenues des églises dominantes, où elles ont pris le lead. Mais c'est plutôt, alors paradoxalement, la latinité de ces églises membres qui a été développée, rapprochant ces églises les unes des autres et établissant un esprit CEPL. Cette culture latine en a fait la spécificité de ces églises membres au sein du protestantisme européen, mais pour reprendre ce que Gérard disait, tout en gardant la question qu'est-ce que c'est cette culture latine, et c'est-à-dire derrière, c'est l'idée de garder une identité ouverte. Et ça dure. Mais quand il s'est agi, par exemple, de réfléchir à donner à la CEPL une place dans la CP comme région sud, d'abord nous avons refusé. Parce qu'on se sentait trop loin. On a refusé. Après, c'est quand même revenu à la CEPL, et avec Herman Augenre, on a eu des tas de rencontres avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, le conseil de la CP, pour finir par ce texte d'accord en 2012. Mais nous, ce qu'on avait mis en avant, ce sont ces éléments de spécificité pour que la CEPL garde cette identité ouverte et qu'avec cette identité-là, elle contribue à sa manière au dialogue théologique, et Gérard a montré combien il est spécifique, et au renforcement des liens concrets entre les églises membres. La solidarité ouvrant sur un enrichissement mutuel, c'est aussi vécu par un élargissement dans nos relations entre églises membres de la CEPL. Juste un exemple, la table vaudoise avait depuis longtemps intégré donc les baptistes et a encouragé les rapprochements avec la Fédération des églises baptistes en France. Mais du coup, ça a permis aussi à un délégué de cette union d'églises baptistes en France de faire partie désormais de la délégation française CEPL. Mais inversement, il y a toujours une fragilité, hein, c'est que cette solidarité ne vit que sur la bonne volonté de ses membres, et on a vu aussi des églises se retirer, d'autres très discrètes, plus ou moins absentes. Oui, il y a une vraie fragilité de la CEPL. Mais en même temps, j'ai envie de dire que notre culture latine commune, toujours sans trop bien la définir, mais aussi nos différences ont été vécues comme des enrichissements mutuels et des encouragements réciproques. Je vous donne 2 exemples qui m'ont vraiment frappé. Les amis italiens, par leur contexte, étaient souvent dans une posture apologétique face à un catholicisme dominant, et ça a été de nombreuses fois dans nos échanges un encouragement pour les autres, à oser y aller, à oser s'affirmer dans des convictions théologiques ou des positions où on était plutôt faible. Ou encore, j'ai vu, là aussi, ça nous a donné à réfléchir, les églises espagnoles et portugaises de la CEPL qui tiennent envers et contre tout, malgré leur petit nombre, jusqu'à un synode au Portugal où les ministres eux-mêmes ont voté la baisse de leur salaire pour poursuivre leur mission. Tous ces témoignages ont contribué à renforcer les liens et les solidarités concrètes. Et puis la solidarité, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, ce qui a amené à systématiquement organiser des rencontres dans les différents pays des églises membres, c'est-à-dire on tournait.
c'était jamais au même endroit et c'est tant mieux. Parce que rencontrer des églises là où elles vivent, c'est pas pareil que d'en parler d'un lieu autre. Et la solidarité se vit aussi, c'est une question qui traverse la CEB depuis qu'elle existe, je pense, mais sans doute pas assez au niveau des instances internationales. Et le dernier exemple, c'est celui de l'AG de la CEC à Tallinn cette année, pour avoir une représentation de nos églises membres, donc de la CEP, au Conseil de la CEC. Cette question, alors on l'a eu, on a essayé de trouver aussi des jeux de solidarité pour que nos petites églises soient aussi représentées dans ces instances. Ce que j'ai aussi envie de dire dans ce paragraphe sur la solidarité, c'est que la fragilité de nos églises oblige à la créativité, à se réinventer sans cesse et à s'en tenir à l'essentiel dans un parler vrai. D'où la force de cette approche théologique. Moi je le dis comme ça, Gérard l'a bien mieux dit que moi, de l'expérience à la problématisation, ça c'est vraiment une constante de la CEP. Donc ce deuxième point, la réflexion théologique. Elle s'est vécue de différentes manières, mais dans le temps, alors c'est-à-dire sur des décennies, sous en tout cas deux formes régulières. Le colloque, dont Gérard a parlé, et la rencontre des facultés des pays latins d'Europe, qui au départ était un réseau et qui s'est autonomisé, et là on peut s'en réjouir. Les colloques ont été pensés comme à la fois des lieux de réflexion, mais aussi de formation, donc avec la spécificité de commencer par un partage d'expériences pour aboutir à une problématisation théologique. Et Gérard l'a aussi dit, ces colloques ont été enrichis pendant de nombreuses années par l'ouverture à des délégations de l'Ékyr, donc l'Église allemande en Rhénanie, et de pays de l'Est. Et ça, c'était un apport considérable, notamment la Hongrie, la Roumanie et la République tchèque, entre autres. Et aussi, évidemment, on avait l'apport d'experts du sujet traité. Le principe était de trouver un sujet qui concerne toutes les églises dans leur propre réflexion, ce à quoi elles sont confrontées et les implications concrètes dans leur quotidien. C'est pourquoi, ça va peut-être vous étonner, mais il s'agissait aussi de donner les modalités pour la plus grande participation, à la fois dans la façon de penser et de s'exprimer, ainsi chacun s'exprimait dans sa langue et une traduction était assurée. Et l'enjeu, c'était pourtant cet esprit CEP, cette latinité, même si on ne sait pas la définir, elle existe, c'est comment on entre dans, moi je le dis comme ça, dans le logiciel mental de l'autre. De mon poste des relations œcuméniques, c'est sans doute la chose la plus difficile. On croit qu'on parle de la même chose, et en fait on ne parle pas du tout de la même chose, parce qu'on n'a pas la même histoire, la même culture, enfin tout ce que vous voulez. Et or, c'est ce travail-là aussi, en partageant ce qu'on vivait concrètement, pour ensuite le problématiser théologiquement, qu'on a appris les uns des autres. Et ces temps de colloques ont aussi été des lieux d'interpellation mutuelle, puisqu'ils incluaient un partage de nouvelles ecclésiales et de sujets travaillés dans nos églises respectives. C'est comme ça que nous avons travaillé, et j'ai été contente d'entendre Elisabeth le poser en sujet, mais la question des frontières, qui est avec la migration, hein, on se doute bien que c'est... Et alors on avait organisé un colloque à Trieste, justement, ville frontière, mais on a aussi pris des sujets un peu plus chauds, du genre la question de l'homosexualité dans l'Église, avec la question du mariage des couples de même sexe et des ministres homosexuels. Comment on l'a travaillé à la CEP, sur ce sujet, le rythme de travail des églises était bien différent. Et là encore, c'est la table vaudoise, bien avancée sur le sujet, qui a permis d'ouvrir la réflexion, d'exposer les démarches, les réticences et les résistances pour aboutir à un texte de la CEP destiné aux églises membres pour contribuer à leur réflexion sur le sujet et les encourager à avancer. Et puis, il y a, je vais aussi très vite sur la rencontre des facultés des pays latins. Et là, il faut le saluer, la constante de la CEP sur ces rencontres, et j'ose le dire parce qu'elle est là, notamment grâce à l'engagement indéfectible de Corinne Lanoir, qui non seulement a poussé pour que ces rencontres existent, mais aussi qui intervient et qui du coup fait du lien dans différentes facultés des pays de la CEP. Là encore, des solidarités se sont toujours mises en place.
Et le bureau de la CEPL a toujours eu la préoccupation et avait aussi de ces rencontres des facultés des pays latins, et elle avait contribué une année à la rencontre des doyens des facultés des pays latins de la CEPL à Rome, pour rechercher quel type de nouvelles solidarités il fallait développer sur les questions de formation, etc. J'ajoute aussi qu'il y a eu des stages de formation permanente des pasteurs CEPL, puisque vous savez que c'était déjà une structure qui existait entre les églises en France et en Suisse et en Belgique, et à un moment donné, on s'est dit, bah, et les autres alors? Donc on avait organisé des stages entre guillemets CEPL pour la formation permanente des pasteurs, avec le souci permanent d'avoir des représentants des églises de la CEPL aussi dans des instances de formation européenne, comme l'EAEE, qui est une association européenne de formation d'adultes en église, l'ECCE, qui est une association catéchétique européenne, pour donner des outils de formation en vue d'équiper les fidèles. Donc la CEPL, en fait, était ce lieu où, par nos différents postes, on était engagé dans tel ou tel lieu internationaux, et on disait « Ah, on va en faire profiter les églises de la CEPL », et on s'arrangeait pour financer 3-4 délégués et participer à ces rencontres. Et puis, je voudrais aussi rajouter dans la formation aussi le travail biblique. Alors j'étais un peu surprise que ce point-là n'ait à aucun moment été abordé ce matin, mais ça a été aussi un point important à la CEPL, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de rencontre sans ce travail biblique. De partage de lecture, d'apport de nos enseignants en biblique. Et ça, c'était aussi très important, de pouvoir aussi travailler sur cette formation biblique. Troisième élément, je vais vite, c'est les rencontres. Troisième terme qui me paraît très important dans la vie de la CEPL, non seulement pour les colloques et les rencontres des facultés des pays latins, mais aussi par les invitations mutuelles au synode des églises membres, des visites de membres du bureau ou de l'équipe de continuation dans tel ou tel pays, pour encourager ou solliciter une église ou mieux la connaître et simplement être avec elle. La vitalité de la CEPL, elle s'est aussi exprimée, là aussi Gérard l'a souligné, avec les réseaux, qui ont été plus ou moins nombreux selon les moments. Je l'ai dit, certains sont devenus autonomes, comme la rencontre des facultés des pays latins, mais il y a aussi beaucoup de réseaux, comme celui des radios, des aumôneries, du Christianella, mais du réseau femmes, qui était très important dans des périodes où, je vous le rappelle, quand même, les femmes n'avaient pas une place très importante dans l'Église. Et des invitations, on a aussi fait des camps de jeunes CEPL. Alors, ça veut dire que c'est une église particulière qui organisait un camp, et on faisait des invitations, on essayait de rameuter maximum de jeunes, quoi. Et puis dans cette démarche de rencontre, là aussi, on vit avec notre temps, s'est fait sentir le besoin de me communiquer entre nous. Il y avait une newsletter InfoCEPL qui était une feuille très bien faite, mais on a fait, en 2006, on s'est dit, il faut qu'on se mette un peu au goût du jour, donc on a créé un site, on a fait une nouvelle plaquette de présentation. La CEPL a toujours été très modeste, constituée seulement de bénévoles, avec une structure très souple. Mais au fur et à mesure des années, elle a pris conscience de l'importance de faire entendre sa voix, même modestement. Alors, sans chercher à se faire une place ou même à gagner une place, les églises de la CEPL sont dans leur situation paradoxale de toute petite église, de situation de fragilité, mais elles sont là et bien vivantes. Et je trouve que c'est important aussi dans cette compréhension de la CEPL de ne pas penser aussi numérique. Parce qu'elles sont sur bien des points, ces églises de la CEPL sont en avance et elles sont en quelque sorte des aiguillons dans une société européenne de plus en plus sécularisée, et les pays de la CEPL le sont certainement le plus. Et nos églises sont sans cesse amenées à s'adapter, et elles le font, parce qu'elles n'ont pas le choix d'abord. Et il me semble qu'elles sont des laboratoires où peuvent s'expérimenter une manière d'être église au XXIe siècle dans des formes sans cesse renouvelées d'interdépendance. Dans cette perspective, peut-être aussi que cette manière d'être en réseau, et qui serait évidemment à développer ou à redévelopper, et l'expérience que la CEPL en a, est particulièrement pertinent aujourd'hui. Alors pour conclure, je dirais que
La CEPL est à la fois forte et fragile, forte de son histoire, solidement ancrée dans une véritable conscience d'une nécessaire solidarité et d'interdépendance, face, on l'a dit, Elisabeth l'a souligné, des replis ecclésiaux, des difficultés économiques, un manque de ministres, de lieux de formation, etc. Mais pour ces raisons et aussi, elle est fragile parce qu'elle dépend encore une fois de la bonne volonté de ses membres, notamment à travers son équipe de continuation, du dynamisme de son bureau. Elle est fragile aussi parce que les représentations dans les instances internationales se multiplient et que plus on est petit, plus il est difficile d'être partout, d'où la force de la CEPL d'exister pour aussi développer des solidarités dans ce sens. Et là, ce serait sans doute à accentuer. Et enfin, alors ça j'en suis de plus en plus convaincue à partir de mon poste des relations œcuméniques, il me semble que la CEPL peut être aussi un modèle œcuménique d'interpellation mutuelle, de recherche dans des relations simples et solidaires, sans lourdeur institutionnelle, ça a été dit dans tous les sens, et par sa fragilité, qui est aussi sa force, la CEPL va à l'essentiel dans des thèmes travaillés qui concernent l'engagement de ses églises membres dans la société, son témoignage, comme tout ce que Gérard a montré du travail théologique qui a été fait, sans doute aussi cette vie en réseau, comme je viens de le dire, dans une société mondialisée, multiculturelle, qui n'échappe pas au repli identitaire, et nos églises non plus au passage. Et donc voilà, je conclurai en disant que finalement, la fragilité de la CEPL, on le sait ça, mais moi je tiens à dire que c'est sa force. Et tant qu'on sera là, eh ben alléluia. Bravo.